Après plus d'un mois d'absence du Cameroun, le dictateur de mon pays natal, Paul Barthélémy Biya Abimvondo, est rentré et a tenu le plus long conseil de ministres qu'il ait tenu pendant le mois d'octobre. Ce conseil de ministres a duré 3 minutes, à tout prendre, sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, où il tenait une conversation avec de grands gestes directionnels avec le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, que les Camerounais appellent sarcastiquement l'homme à la punk. Paul Biya est donc rentré au Cameroun. Et conformément à ce que je vous avais dit, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que son absence est plus présente que sa présence? Est-ce que l'absence de Paul Biya du Cameroun est plus présente que sa présence? Je voudrais démontrer que son absence n'est pas plus présente que sa présence. Simplement en vous montrant que le nombre d'activités auxquelles il a participé au cœur du Cameroun depuis qu'il est rentré est aussi nul que le nombre d'activités auxquelles il ne participait pas quand il était dans son lit d'hôpital à Genève. Je recommence le premier argument. Le nombre d'activités publiques auxquelles M. Biya a participé depuis qu'il est rentré est aussi proche de zéro que le nombre d'activités publiques auxquelles il participait quand il était dans sa villégiature médicale en Suisse. D'où vous pouvez m'accorder rapidement que il n'y a pas de différence du point de vue de la quantité d'activités entre l'absence physique de Paul Biya au Cameroun et sa présence physique au Cameroun. Par contre, quelles sont les vertus de ce retour physique qui est en même temps un retour creux et vide? Les vertus de ce retour physique qui est creux et vide, et notamment négative, sont qu'il produit dans le peuple camerounais un nouvel endormissement, une léthargie complète. Pour certains Camerounais, l'alternance va avoir lieu au Cameroun après la mort de Paul Biya. Quand cette mort sera officiellement annoncée et que ses obsèques seront célébrées, alors tout naturellement les Camerounais auront droit d'une façon ou d'une autre à un nouveau président. Mais j'ai déjà expliqué dans plusieurs conférences que les Camerounais qui le pensent sont soit des naïfs, soit des ignorants, soit des hypocrites. Les naïfs, ce sont ceux qui ne veulent pas penser. Les ignorants, ce sont ceux qui ne savent pas penser. Les hypocrites, c'est ceux qui veulent cacher la vérité. Depuis au moins 2019, M. Biya a signé une délégation de pouvoir, une délégation de signature à la présidence du Cameroun, à son secrétaire, excusez-moi, le froid d'hiver opère encore. M. Biya a signé une délégation de signature à son secrétaire général de la présidence Ngongo depuis 2019. La signature de M. Biya est apposée sur tous les documents de l'État du Cameroun par cachet. On n'a pas besoin qu'il signe. Il y a un cachet de sa signature qui est détenu au secrétariat général. Donc en fait, il n'exerce plus réellement le pouvoir. De temps en temps, quand il est lucide, il impulse une ou deux décisions. Il n'exerce plus réellement le pouvoir depuis 2019, au moins. Date de la délégation de signature la plus importante qu'on ait observée dans une république dans ce monde. Par conséquent, en fait, je mets pour moi à expliquer au Cameroun que l'alternance a déjà eu lieu. M. Biya a transféré le pouvoir à ceux de son clan qu'il veut voir lui succéder à la tête du pays. Mais il a pris conscience du fait que cette alternance qu'il espérait lisse et glissante ne sera pas facile, elle sera houleuse. Elle sera chaotique. Elle pourrait être apocalyptique, elle pourrait même être catastrophique. Pourquoi? Parce que M. Biya a hérité des fonctions de président de la République dans un mécanisme illégitime. Amadou Ahidjo, qui le 6 novembre 1982 démissionne, n'avait pas été régulièrement élu par le peuple camerounais dans une élection avec concurrence loyale et transparence des urnes.
Monsieur Biya n'est pas le fils héréditaire de Monsieur Ahidjo. Ce n'est pas Ahidjo qui a donné naissance à Paul Biya. Ce n'est pas Ahidjo qui a donné naissance à Paul Biya. Si le principe de succession à la tête du Cameroun, c'était le principe de l'hérédité, c'est le fils d'Ahidjo, Mohamedou Badjika, qui aurait hérité du fauteuil de président de la République. Donc, à l'intérieur du régime de Paul Biya, il y a de nombreux caciques qui ne sont pas prêts à accepter qu'après Paul Biya, ce soit le fils de Biya, qui a pourtant déjà été choisi par son père, comme son successeur, à la manière d'Ali Bongo, choisi par le père Bongo, Denis Christel Sassou, choisi par le père Sassou, Faure Gnassingbé, choisi par le père Yadema, et Mahamat Idriss Déby Itno, choisi par le père Déby. Biya a déjà choisi. Mais il est conscient qu'à l'intérieur de son clan, et son clan est conscient qu'à l'intérieur même du régime, le désaccord est vif. Et que la nuit des longs couteaux se prépare. Mieux, une adversité supplémentaire s'est signalée au Cameroun. C'est l'adversité du néocolonialisme français, qui a pris conscience du fait que l'héritier choisi par Biya n'a pas les reins aussi solides que son père. Que le Cameroun pourrait partir en vrille. Et que dans ces conditions, Franck Biya, choisi par son père, pourrait perdre le pouvoir au bénéfice d'une nouvelle élite révolutionnaire et panafricaniste qui accélérerait par conséquent la libération du pays. On a donc décidé, pour empêcher cela, d'organiser un coup d'État néocolonialiste qui tire le tapis sous les pieds, autant du peuple camerounais que du clan de Biya. Autrement dit, un coup d'État qui empêcherait la succession telle que Biya l'a prévue, c'est-à-dire par la voix de Franck, mais qui empêcherait également la succession par un leadership révolutionnaire, éventuellement issu des forces de défense et de sécurité. Il s'agit donc de provoquer au Cameroun un coup d'État du style Oligui Nguema au Gabon, un coup d'État du style Damiba au Burkina Faso, provoquer un coup d'État du style Mamadi Doumbouya, en Guinée. Voilà l'option qui a été retenue par la France-Afrique. Paul Biya en est conscient. Et il est actuellement au Cameroun, chaque fois qu'il est lucide, en train de jeter le dévolu, c'est-à-dire tous ces derniers neurones. Tous les derniers neurones, on dit un neurone, tous les derniers neurones de Paul Biya sont utilisés à contrecarrer les plans de ceux qui veulent empêcher la succession monarchique. Et à empêcher, bien sûr, le peuple camerounais de récupérer la souveraineté. Une nuit des longs couteaux est en cours dans mon pays natal. Cette nuit se déroule à l'intérieur des forces de défense et de sécurité. La fameuse traque de celui qui a donné la vidéo de la tortue de Longuet Longuet n'est rien d'autre que la forme visible de cette lutte entre les forces pro-succession par la voix de Franck Biya et les forces anti. Des règlements de compte incroyables sont en train d'avoir lieu. Et cela se passe dans le silence, avec des morts d'hommes en cours au Cameroun. Ça, c'est le premier point. Sur le front diplomatique, on pourrait connaître des surprises dans les prochaines semaines, comparables à celles qu'on a vues en Guinée équatoriale. Car le plan que Obiang a mis en place en Guinée équatoriale est en fait une copie du plan que Paul Biya envisage de mettre au Cameroun. Quel est le plan d'Obiang Nguema en Guinée équatoriale? Il a remplacé les Israéliens qui assuraient sa sécurité et les Marocains qui assuraient sa sécurité par les Russes. Parce qu'il n'a plus confiance en la tutelle occidentale de son régime en Guinée équatoriale. N'est-ce pas? Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que Paul Biya teste encore le degré de fiabilité
du soutien de la France-Afrique à son régime. Paul Biya essaie encore de convaincre le néocolonialisme français que Franck pourra tenir la route après lui. Mais si Paul Biya venait à être convaincu par ses renseignements que le néocolonialisme français n'adoube pas, ne soutient pas la succession, monarchique et héréditaire qu'il veut imposer au Cameroun. Et vous savez ce qu'il veut faire, Biya. C'est qu'à sa mort, le Lamido de Rey Bouba, qui est le vice-président du Sénat, va assurer l'intérim de la présidence de la République, organiser des élections, truquées comme d'habitude, et imposer le candidat du RDPC, Franck Biya, à la tête de la présidence. Exactement comme ça s'est fait au Gabon, comme ça s'est fait au Togo, comme ça s'est... Hein, vous connaissez le mécanisme. Ce plan-là, s'il se rendait compte que la France-Afrique n'en veut pas, alors qu'est-ce que Paul Biya va faire? Il va actionner le volant physique des accords militaires avec la Russie, remplacer la présence israélienne dans sa garde présidentielle. Il va remplacer la présence israélienne dans sa garde présidentielle par la présence russe. Et acter la rupture géopolitique et géostratégique avec la France-Afrique. Écrivez ça. Écrivez ce que je viens de dire. Ce que Obiang a fait en Guinée équatoriale, c'est ce que son grand frère Paul Biya se prépare à faire au Cameroun. Obiang a fait cela quand il a été convaincu que les Américains et les Israéliens l'avaient lâché. Quand il a été convaincu qu'il n'avait aucun espoir du côté de la France-Afrique, il a fait débarquer de toute urgence les Russes. Paul Biya est encore en train de vérifier, parce qu'il a donné beaucoup de signes d'allégeance à la France-Afrique ces derniers jours. Il a permis que les ports camerounais soient utilisés comme ports de guerre pour les navires france-africains, les navires impérialistes, etc. Il leur a donné tellement de garanties ces derniers temps. Le Cameroun est redevenu un marchepied des troupes néocolonialistes et impérialistes qui le traversent dans tous les sens. Il a donné tellement de gages ces derniers temps. Mais si tout cela, Paul Biya a le sentiment que cela ne suffit pas à convaincre ceux dont il a dit qu'il était le meilleur élève, Paul Biya va opérer sur le terrain un revirement géopolitique et géostratégique à 180 degrés. En remplaçant sa tutelle militaire israélienne, parce que les troupes spéciales du Cameroun sont encadrées par des officiers israéliens depuis très longtemps, il va remplacer par la tutelle russe et ainsi essayer de barricader la succession de son fils en s'appuyant sur une alliance avec le président Poutine. C'est la raison pour laquelle Paul Biya a amené son fils Franck Biya en voyage avec lui en juillet dernier à Moscou. Si vous regardez les images du voyage, Franck Biya ne faisait pas partie de la délégation officielle, mais il faisait partie des officiels de la délégation. Biya a tenu à présenter son fils Franck au président Poutine pour lui dire qu'il peut tenir la route. Or, les Russes ont une ligne politique qu'il est important que les Africains comprennent. C'est que les Russes coopèrent en Afrique avec ceux qui détiennent les moyens de l'État. Si celui qui détient les moyens de l'État sollicite l'État russe pour une coopération, la doctrine russe géopolitique actuelle, elle consiste à envisager la coopération. Autrement dit, en fait, les Russes ont décidé de ne pas se mêler de la question idéologique. Si un État africain veut coopérer avec la Russie étudie ce qu'elle peut faire pour coopérer avec cet État. Il ne faut donc pas que nous, Africains, notamment opposants aux dictatures, croyons que toute la diplomatie et la géopolitique russe en Afrique est entièrement alignée sur la question anticolonialiste ou sur la question anti-impérialiste. Non. Une partie de la diplomatie russe est essentiellement alignée sur le principe du réalisme des intérêts économiques mutuels. Je donne un exemple. Si par exemple un État comme le Gabon ou la Guinée équatoriale veut que la Russie et elle exploitent son gaz, la Russie va signer les accords pour exploiter le gaz avec elle. La Russie ne va pas chercher à savoir si Oligui Nguema a été élu ou pas. Elle va simplement chercher à savoir si l'accord lui est profitable ou pas. Ça, c'est l'aspect
réaliste de la diplomatie politique. Vous comprenez? Et d'ailleurs, un État africain, si un État africain veut acheter, je ne sais pas, un matériel électronique qui n'est pas disponible en Russie, mais qui est disponible aux États-Unis, et que les États-Unis veuillent le vendre à cet État, mais l'État africain est libre de l'acheter, n'est-ce pas? De la même façon que nous, Africains, nous sommes libres de mener notre partenariat stratégique, économique, en fonction de nos intérêts, mais c'est exactement ce que fait la Russie. Donc, je vois certains Africains qui sortent en disant « Ah non, mais comment la Russie va s'associer au dictateur ?» Non, elle ne s'associe pas au dictateur. Elle a des intérêts économiques, elle a des intérêts géostratégiques, elle a des intérêts tactiques et elle les suit. Donc, il appartient aux peuples africains eux-mêmes et à leur mouvement de libération de modifier la structure interne des États. Et c'est dans ces conditions que la Russie peut être un partenaire dans la lutte anti-impérialiste. C'est-à-dire que si les anti-impérialistes, les anticolonialistes, les panafricanistes ne sont pas au pouvoir au Cameroun, il ne faut pas compter sur la Russie pour les y installer. Car la Russie considère que elle n'a pas à déterminer les dirigeants africains à la place des peuples africains. Sa politique étrangère ne va pas jusqu'à ce point-là. Elle ne détermine pas les dirigeants africains à la place des peuples. Elle préfère que les peuples eux-mêmes décident, soit par abandon du pouvoir aux dictateurs, soit par renversement des dictateurs. Il faut que les peuples africains eux-mêmes décident leur dictateur, de leurs dirigeants ou de leurs dictateurs. La Russie, elle opère avec celui qui détient les moyens de l'État. Elle signe des accords avec lui. Et ces accords sont supposés lui permettre de promouvoir ses intérêts. Donc, sur le Cameroun, je voulais éclairer l'opinion de l'opposition camerounaise, l'opinion du peuple camerounais, sur ce que Paul Biya se prépare à faire. S'il n'a pas de garantie de la France-Afrique pour son plan, Paul Biya va basculer, comme Obiangema. Or, le fait que Obiangema ait basculé peut servir de monnaie de chantage à Paul Biya pour obtenir le soutien de la France-Afrique et de l'OTAN à son plan de succession monarchique. Voilà pourquoi l'opposition camerounaise est priée de se rassembler, non pas sur des thèmes que j'estime, pour ma part, très artificiels, comme la démocratie, les droits de l'homme. L'opposition camerounaise est priée de se rassembler sur le thème de la souveraineté, le thème de l'émancipation panafricaniste du continent. C'est sur cette base que l'on peut rassembler largement le peuple camerounais. Et cette base-là ne peut pas être défendue par Franck Biya, ni par son père, car ils n'ont jamais été anti-impérialistes, ils n'ont jamais été anticolonialistes. Et le régime RDPC, le régime UNC qui les a précédés, sont des régimes qui ont été construits dans la haine du panafricanisme, dans la haine de l'anticolonialisme, dans la haine du nationalisme camerounais. Ce sont des régimes qui sont nés en accompagnant le plus grand massacre perpétré contre le peuple camerounais depuis qu'il existe. Entre 1955 et 1971, 1 million de Camerounais massacrés par l'armée coloniale française accompagnée de ses supplétifs africains. Il faut que cette mémoire soit le fondement du rassemblement de l'opposition afin de conquérir le pouvoir au Cameroun. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et il ne faut pas ici faire preuve de naïveté. Sur le terrain de l'argument démocratique, droit de l'homiste, il est impossible d'obtenir le soutien de la France-Afrique, le soutien de l'OTAN. Car la France-Afrique et l'OTAN se sont toujours contentés des régimes apparemment démocratiques. Ce n'est pas leur affaire. Dès lors qu'un régime est apparemment démocratique et qu'il leur est soumis, la France-Afrique et l'OTAN le soutiennent. La Russie, quant à elle, ne soutient pas les régimes parce qu'ils sont néocolonialistes et impérialistes. Elle peut faire des affaires avec toutes sortes de régimes, dès lors que ses intérêts sont préservés et que ses orientations générales ne sont pas remises en cause. Ces derniers temps, vous allez observer, et vous avez observé que le régime de Paul Biya essaye de se vêtir d'une robe panafricaniste
une robe anticolonialiste. C'est une robe artificielle. Elle est même transparente. On voit très bien sous cette robe que depuis 1961, Paul Biya est entré au sommet de l'État du Cameroun et a participé à l'élimination de près d'1 million de ses compatriotes aux côtés d'Amadou Barbatoura Ahidjo. Il a été le premier ministre du premier dictateur camerounais et il a été choisi pour lui succéder dans une procédure qui n'a ni de près ni de loin consulté le peuple camerounais. Les Camerounaises et les Camerounais doivent réétudier l'histoire du pays. Et il leur sera impossible de concevoir que Paul Biya ou le successeur qu'il s'est désigné soient des panafricanistes, des révolutionnaires, des anticolonialistes, des patriotes nationalistes. Jamais le nom de Paul Biya n'a été inscrit dans cette colonne sacrée des défenseurs de la dignité africaine en général et camerounaise en particulier. Cette colonne, elle appartient au Kouvali Kenyé, au Rudolf Douala Mangabel. Elle appartient à Martin Paul Samba. Elle appartient à un résistant de son temps comme Joya Bamoun. Elle appartient à Léonard Bouli. Elle appartient à Ruben Oumniobe, à Félix Moumié, à Osende Afana. La ligne de résistance appartient à Ernest Wandie. Elle appartient à la génération d'Engo Unglima Saga, de Moukoko Priso. Elle appartient à la génération du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, la ligne révolutionnaire. C'est par là qu'elle passe. Historiquement, il n'y a que les Camerounais qui mentent, qui attribuent à Biya un quelconque anticolonialisme, un quelconque panafricanisme. Il n'y a que les Camerounais qui mentent, qui croient que soudain, Paul Biya, qui a été promu dans la classe politique camerounaise par les colons français du Cameroun, que Paul Biya soit un représentant du panafricanisme continental. Il faut arracher ce thème à ces imposteurs du RDPC qui n'en ont jamais été. Il faut rendre ce thème au peuple camerounais. Il faut rendre ce thème à la véritable histoire du nationalisme révolutionnaire et panafricaniste du Cameroun. Et c'est sur cette base qu'il faut lutter pour contrecarrer les plans de la dictature. Il faut lutter pour contrecarrer la France-Afrique, lutter pour contrecarrer l'impérialisme sous toutes leurs formes en Afrique centrale. Et c'est ce que je voulais dire. Maintenant, vous savez, et vous ne serez pas étonnés de voir débarquer, eh bien, à la demande de Paul Biya, eh bien, des forces de sécurité et de défense originaires de Russie. Mais ça ne va pas changer le problème. Comme ça ne va pas le changer en Guinée équatoriale. Quand vous avez à la tête d'un pays des dirigeants qui ne sont pas d'authentiques nationalistes révolutionnaires, le fait même qu'ils soient protégés par une armée d'une puissance qui a brillé par sa participation aux luttes anticoloniales ne va pas les sauver. C'est la vérité que je vous dis. Vive le peuple souverain africain du Cameroun. Vive le véritable panafricanisme révolutionnaire continental. Vive les forces vives qui, dans mon pays natal, ne croient ni à la succession monarchique de Franck Biya après son père, ni à l'imposition d'un Oligingema camerounais, mais qui croient et sont convaincus que seule une lutte de libération panafricaine, révolutionnaire, ancrée dans la même dynamique que celle que nous observons au Mali, au Burkina Faso, au Niger, seule une telle détermination peut élever le Cameroun à la dimension du continent. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.